Clotilde, Renalou qui est une association qui est marquée par une activité et Oui. un activisme de bon aloi et sur lequel beaucoup de choses sont faites justement pour promouvoir les intérêts des patients. Vous pouvez nous en parler de Renalou et puis nous parler également de ce que vous avez mis en place, vous, dans le cadre de la crise sanitaire et de ce que vous souhaitez voir se développer à l'avenir en ce qui concerne la vaccination des personnes fragiles. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Olivier. Et merci aussi à Madame Comont pour cette belle transition au sujet de l'importance des associations de patients. Donc peut-être simplement rappeler que Renalou est une association qui représente des patients et des proches qui sont concernés par la maladie rénale, la dialyse et la greffe, et qui du coup, à ce titre-là, sont donc des populations qui sont très concernées par un risque de forme grave de Covid-19, mais aussi pour d'autres infections. Alors, les 2 années qui viennent de s'écouler ont sans aucun doute été riches d'enseignements et de pistes d'amélioration pour les parcours vaccinaux des patients immunodéprimés ou à risque d'infection. Et je vais peut-être commencer par rappeler justement la place des associations de patients sur ces sujets. Peut-être aussi revenir sur le fait qu'elles ont peut-être été peu écoutées ou impliquées en début de crise sanitaire, mais que finalement elles ont et elles continuent de jouer un rôle majeur d'information et de soutien auprès des patients et des proches, et notamment sur le sujet de la vaccination. C'est clair que les questions et les sollicitations qui sont parvenues à l'ensemble des associations pendant cette crise et qui continuent d'ailleurs d'affluer via nos communautés ont été massives. Alors certes, cette période est et a été exceptionnelle dans le volume de sollicitations qu'elle a généré, mais elle illustre vraiment le rôle des associations comme des interlocuteurs en qui les patients et les proches ont confiance et vers lesquels ils se tournent pour obtenir des informations et du soutien aussi. Alors les associations, dont Renalou bien sûr, ont eu à cœur de fournir une information qui soit exhaustive et fiable sur la vaccination, contre le Covid-19 en l'occurrence, et qui puisse aussi contribuer à ce que chacun puisse prendre des décisions qui le concernent, en concertation avec les professionnels de santé qui les accompagnent. Donc c'est aussi ce qui a été évoqué par Madame Comont, c'est que finalement, il y a un ensemble d'acteurs qui peuvent intervenir dans ces processus de décision autour de la vaccination. Et peut-être aussi rappeler que le besoin d'information des patients a été d'autant plus nécessaire que à la fois la capacité des soignants à contacter les patients, mais aussi l'information qui a été délivrée de leur part, sa régularité, a varié très nettement d'une équipe soignante à l'autre et donc d'une région à l'autre aussi. Pour certains, avec une information très régulière et pour d'autres, avec absolument aucune information à destination des patients. Alors on le sait, et en tous les cas c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Les associations ont des communautés aujourd'hui de patients, d'adhérents, de sympathisants qui sont constituées. Et elles s'outillent progressivement pour parvenir à recueillir de façon structurée et rigoureuse l'expérience des patients sur les parcours de santé, de soins, leur qualité de vie et dans le cadre de cette crise sanitaire, de son impact sur leur existence, la qualité, la continuité des soins, l'accès équitable et simplifié à la vaccination ou aux thérapeutiques alternatives. Donc cette expérience, elle est précieuse, elle doit être valorisée et entendue et elle a pu contribuer pendant la crise et devrait d'ailleurs pouvoir l'être au-delà, bien au-delà, à mobiliser les pouvoirs publics à une prise en compte de la situation spécifique des personnes concernées, notamment les plus fragiles, que nous représentons aujourd'hui avec le collectif Avenir. Donc les associations ont vraiment contribué à des avancées notables pendant la crise sanitaire et peuvent et doivent le faire dans d'autres contextes. Donc une collaboration étroite entre les différents acteurs, incluant les associations de patients au niveau national et local, doit pouvoir être mise en œuvre ou renforcée pour le développement de la vaccination et pour la facilitation des parcours. Alors il y a peut-être un point un peu plus opérationnel sur lequel je pourrais revenir, ce serait celui de la pérennisation de dispositifs innovants qui ont pu être mis en place pendant la crise sanitaire et qui pourraient aussi être transposables, en tout cas on peut l'imaginer, à d'autres infections. Je pense par exemple au fait que l'assurance maladie ait transmis des courriers aux patients
immunodéprimés sévères pour les informer, leur proposer la vaccination contre le Covid-19. Donc on sait que les bons de vaccination existent déjà pour la grippe, notamment pour une partie de la population de patients fragiles, puisque tous ne les reçoivent pas non plus. Mais c'est vrai que l'utilisation de ces courriers ou dispositifs qui sont vraiment comment dire, des leviers majeurs de mise en œuvre de la vaccination devraient être développés, étendus à d'autres infections, et je pense par exemple au pneumocoque. D'autres avancées aussi pourraient être poursuivies, et ça a été évoqué précédemment, donc je n'y reviendrai pas. J'y reviendrai pas en détail, mais l'extension de la compétence vaccinale à certains professionnels de santé est sans doute quelque chose qui serait très bénéfique pour la facilitation des parcours. Enfin, et ça a aussi déjà été évoqué, la pandémie a permis de rappeler que certaines populations, du fait de leur pathologie ou des traitements qu'elles prennent, ont une moins bonne réponse à la vaccination. Et donc des efforts doivent vraiment être faits pour proposer des stratégies alternatives, les développer, les mettre à disposition, avec par exemple la création de bulles de protection autour des patients vulnérables, et donc une forte incitation et facilitation de la vaccination, par exemple des proches, mais aussi des professionnels qui prennent en charge les patients les plus fragiles. Et peut-être pour terminer, la crise sanitaire a été l'occasion aussi de développer et d'innover sans doute dans des stratégies d'aller vers qui ont été multiples et très variables aussi en fonction des régions et des populations ciblées, mais il y a sans doute des enseignements à tirer pour adapter ces stratégies complémentaires et gagner en efficacité sur la mise en œuvre de la vaccination, la simplification des parcours. Donc je terminerai peut-être juste en disant que c'est un sujet que Paul Loubet a évoqué, hein, la répétition de l'information, la multiplication des incitations à la vaccination, et les différents leviers d'action qui seront mis à disposition, leur multiplication et leur diversification sont sans doute des leviers importants pour augmenter les taux de couverture vaccinale dans les populations à risque. Merci Clotilde. Moi j'ai une question pour vous, c'est on voit monter la grippe là, si bien entendu on voit la contamination par Omicron se généraliser, 375 000 nouvelles contaminations hier. Il y a quand même quelque chose, j'en discutais, j'ai des parents qui sont maintenant très âgés, puisqu'ils ont près de 90 ans. Se vacciner, déjà, c'est un problème. Mais alors, avoir 2 vaccins en même temps, comment pourrait être accueilli pardon, excusez-moi. Comment pourrait être accueilli le phénomène d'une co-vaccination qui pourrait être faite avec la grippe et le Covid par les associations de malades, dans le cadre justement de cette simplification et de cette politique d'améliorer le parcours de soins? Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les associations, et notamment celles qui sont membres du groupe Avenir, elles relaient depuis de nombreuses années, hein, le sujet de l'importance et de l'intérêt de la vaccination contre la grippe pour les personnes qu'elles représentent. Et a donc été réitérée par les associations cette année, avec effectivement un contexte de co-administration du vaccin Covid et grippe. Ce qui a l'air d'en ressortir, en tout cas, au vu des premières estimations, je crois, de Santé publique France, c'est que finalement, cette co-administration n'a pas forcément eu l'effet escompté, en tous les cas, d'augmentation des couvertures vaccinales. Je regardais peut-être hier les premières données, estimations qui ont été fournies par Santé publique France, avec du coup chez les personnes à risque de forme sévère une couverture vaccinale de la grippe qui serait évaluée à 45%, donc qui serait supérieure à 2019, mais très inférieure à celle de 2020, où on peut peut-être se dire que c'était une année assez exceptionnelle. Et puis de la même façon, la couverture vaccinale chez les professionnels de santé dans les établissements sociaux, médico-sociaux, elle reste aussi extrêmement basse. Donc sans doute qu'il y a encore des efforts à faire sur cette incitation à la vaccination contre la grippe, hein, et que peut-être il faudra analyser les difficultés qui ont pu être mises en place dans le cadre de cette co-vaccination. Est-ce que c'était la disponibilité des stocks de façon conjointe? Est-ce que c'est parce que les gens ont préféré, parce qu'il y avait peut-être un manque d'informations sur les risques
ou les non-risques plutôt associés à cette double administration dans le cadre de cette campagne vaccinale. D'accord. Vous avez parlé de l'aller vers, et en particulier des actions locales. C'est une question pour Ghislaine. Chez NIL, on croit beaucoup à l'action locale. Je crois que c'est vraiment un des axes forts de notre activité en tant qu'agence, et on s'aperçoit que ça marche sur le terrain. C'est-à-dire que quand on demande en particulier des success stories dans les territoires, on s'aperçoit qu'il y a des initiatives merveilleuses qui sont prises par des acteurs sans clivage, voilà, en Grand Est, par exemple, sur le HPV, je sais que toutes les URPS se sont toutes regroupées pour avoir des actions communes avec les associations de malades, avec la CEPAM, avec également le conseil régional. Comment vous voyez ces compétences au niveau des élus locaux? Parce que les élus locaux sont des gens qui sont importants, qui peuvent organiser, on l'a vu, c'est eux qui ont organisé le plus souvent les vaccinodromes, qui ont pu mobiliser des forces qui ne sont pas forcément des forces, comme le disait Marie, du monde sanitaire, mais également d'autres forces. Ça peut être des associations, ça peut être un centre de pompiers. Les pompiers ont beaucoup aidé sur la vaccination. Il y a vraiment des choses qui sont des choses tout à fait intéressantes qui sont créées. Comment vous verriez, vous, cette mobilisation des élus locaux autour de la prise en charge des personnes et de la vaccination des personnes immunodéprimées? Alors, on peut déjà saluer l'ARS Grand Est qui a l'intelligence de toujours prendre contact avec les élus locaux. Et les élus locaux ont pris l'habitude maintenant de travailler avec les ARS et les associations de patients, ce qui est une grande première, puisqu'on nous oubliait un petit peu. On parlait beaucoup d'eux, mais on les voyait jamais. Donc ça, c'est déjà un grand progrès. Et maintenant, quand les élus arrivent, nous avons pris l'habitude, avec France Asso Santé ou autres, d'aller se présenter aux élus. Je crois que c'est une très bonne chose. Et ce n'est pas une perte de temps. Non, les élus ne se fichent pas de leurs citoyens malades et des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, c'est ça. Ça fait partie aussi des choses à gérer quand on est élu et surtout à promouvoir. C'est à nous de faire les démarches aussi. Il ne faut pas avoir Oui, peur. je crois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que quand on est élu local, les informations, on ne les a pas toujours. C'est-à-dire que Exact. s'occuper de santé, d'abord, c'est pas forcément dans les compétences. Et puis, deuxièmement, moi, je vois dans mon village en Bourgogne, par exemple, le maire, il était agriculteur. Donc, tout ce qui concerne la santé, c'est pas véritablement son sujet. Donc, c'est là où vous avez aussi une force de pédagogie qui est importante pour sensibiliser les élus locaux à toutes ces problématiques. Parce que c'est pas parce qu'on est élu maire que d'un seul coup, on va avoir toutes les compétences qui vont être mises à disposition. Le maire, c'est quelqu'un, par exemple, qui a ce pouvoir, quand il fait bien sa mission, de faire de la porosité dans les murs et de créer entre un secteur associatif, un secteur médico-social, un secteur sanitaire, des gens de bonne volonté, des gens qui veulent créer des projets, de créer justement ces liens et de faire en sorte que ces projets arrivent. Mais il faut leur apporter des projets, il faut leur apporter aussi de la pédagogie parce que ils sont pas tous complètement compétents dans le domaine de la santé, qui est quand même un domaine extrêmement complexe. Comment vous mettez à disposition cette information? Alors, un exemple simple, nous faisons des ETP de proximité au plus proche des malades et nous avons besoin de salles. Donc, nous allons toujours dans les mairies, à Forbach, Sarreguemines, Créange, et les mairies nous accueillent en disant, mais bien sûr qu'on va vous mettre des salles à disposition pour votre éducation thérapeutique patient, vos horaires, on va s'arranger pour faire ouvrir les salles, pour les chauffer, peu importe si c'est 18h, 20h. C'est ça qui est extraordinaire quand on amène des projets et qu'on se présente en disant, voilà, si on a besoin de salles, si on a besoin de journalistes, si on a besoin de faire un petit peu de la promotion, est-ce que vous nous suivez? Et je n'ai jamais eu de réponse négative. Mais il faut que nous, associations, on ose pousser les portes des mairies, ce que l'on ne fait pas forcément aussi. Éric Achula, vous avez la même vision des choses? C'est facile de discuter avec un élu local pour monter un projet autour d'une prise en charge ou quelque chose? Je ne sais pas si Éric nous entend.
En tout cas, vous êtes en mute si jamais. Alors, je pose la même question de toute façon à Marie. Comment on est reçu? Nous, on est toujours bien reçus et comme le disait Ghislaine, toutes les réunions de nos CPTS dans les communes, puisqu'en général ce ne sont pas des immenses communes, mais nous les faisons dans les mairies. Et on a régulièrement soit l'intervention du maire, soit l'intervention de quelqu'un du CCAS ou d'un adjoint qui parle de ça. Donc ça marche super bien. Et il faut vraiment aller leur présenter. Quand on dit CPTS, ils ouvrent des yeux comme des soucoupes. Et puis quand ils comprennent qu'on va s'occuper de la population, ils sont très, très heureux d'avoir, si vous voulez, ces contacts, puisque les CPTS s'occupent de la population et pas d'une patientèle. Donc, ça ouvre les yeux tout de suite, et quand elle est patiente, c'est encore mieux. Voilà. Et je pense que pour cette mobilisation générale qu'on a décrétée le 13 janvier 2022, avertir les élus locaux, ça fait partie des choses qui sont tout à fait capitales. Comment on fait pour dépasser nos pathologies? Écoutez, c'est très simple. On a des pathologies extrêmement différentes et ce qui nous concerne tous, c'est la vaccination. Et ça a été un grand constat qu'on a fait grâce à Pfizer. Un jour, ils nous ont réunis, ils ont dit qu'est-ce que vous avez en commun? Et on a réfléchi, on a dit c'est la vaccination. Vous voyez comme quoi il faut toujours rapprocher les uns des autres, les institutions, des patients. Et ce que je voulais dire, c'est que même nous, on va voir les sénateurs et les sénatrices de notre département pour dire, écoutez, il nous faudrait un petit coup de pouce, vous avez la parole, vous connaissez, vous avez un grand panel, vous pouvez toucher beaucoup plus de politique que nous. Et on voit que tout le monde est ouvert. Et dans notre groupe à venir, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, la vaccination, parce qu'on est tellement de pathologies différentes et on a tous rencontré la même problématique. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Aussi bien dans les maladies rares que dans la mienne où il y a des millions de personnes, des millions de malades. Alors, ce qui est aussi particulier, c'est que vous avez la chance d'avoir Véronique Guillotin qui s'intéresse aux questions de santé, en particulier au Conseil régional de Grand Est. Donc, vous êtes dans une région favorisée. Là. Vous avez, et Véronique interviendra tout à l'heure dans la table ronde numéro 3. Donc, on est vraiment sur une conjonction d'acteurs. Mais ça, cette conjonction d'acteurs, en fin de compte, elle vient... c'est pas parce que c'est Grand Est, il n'y a pas un génie particulier en Grand Est qui fait que tous les acteurs se retrouvent pour pouvoir discuter des sujets qui sont des sujets importants pour les populations. Je pense que elle vient aussi. Comment ça se crée? Est-ce que c'est les associations de malades qui peuvent commencer à porter ça? Est-ce que c'est les professionnels de santé? Est-ce que c'est des coalitions entre tous qui peuvent déclencher ce genre de mouvement? Parce que vraiment, les résultats de Grand Est sont, quand on vous écoute, sont tout à fait particuliers et tout à fait intéressants. Alors, nous avons des infectiologues remarquables. Je pense au professeur Thierry May. Je pense que ces gens sont très, très impliqués. Tous nos infectiologues, on oublie aussi souvent les centres de vaccination que l'on ne contacte pas suffisamment souvent, nous les patients, parce que centre de vaccination, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une usine à gaz? Vous voyez, tout ça. Et dans le Grand Est, on a la chance que aussi bien les professionnels de santé et les politiques portent ces impulsions. Donc la question sur l'idée qu'il puisse y avoir une forme de mobilisation collective. Alors, je pense que le collectif Avenir, le collectif interassociatif est justement une belle illustration, hein, comme vous le disiez, c'est que finalement, les associations aussi se rendent compte que ensemble, on peut être aussi plus fort et qu'on a aussi des thématiques transverses qui concernent des populations qui peuvent être concernées par des pathologies très diverses et variées. Et on a quand même beaucoup d'illustrations de la capacité des associations à avancer en interassociatif. Et d'ailleurs, très récemment, donc dans les jours précédents, la mobilisation interassociative, par exemple, qui est en cours autour de la mise à disposition, par exemple, de masques FFP2 pour les personnes à risque de forme grave, se fait aussi de façon très concertée. Il y a eu de nombreuses tribunes qui ont été publiées par les associations dans le cadre de la crise sanitaire, et aussi des travaux qui se font avec d'autres acteurs, c'est-à-dire des associations de patients concernés par éventuellement des problématiques identiques, mais aussi d'autres acteurs, y compris des soignants, avec qui il peut y avoir des alliances très fortes qui sont mises en place.
On parlait justement des liens qui pouvaient exister entre les structures, les collectivités locales, les élus locaux et tout ça. Les associations de malades disaient que c'était facile, que c'était possible et que c'était souhaité. Marie disait que c'est la même chose par l'intermédiaire des CPTS. Quand on est à l'hôpital, c'est facile de dialoguer avec les élus locaux pour monter des projets, voir comment on peut faire des choses au niveau du terrain, faire mieux de l'aller vers, faire des choses comme ça. Alors, contacter les élus, oui, si on a quelques portes d'entrée. Bon, quand on a un petit peu d'expérience, d'expertise et certaines responsabilités, c'est un peu plus facile. Bon, pour la région Hauts-de-France, c'est pas trop compliqué, quoi. Bon, nous avons Monsieur Xavier Bertrand, on a lancé une grande opération pour la Journée mondiale maladies rares, par exemple. Donc oui, les élus locaux, on arrive à les contacter, mais j'imagine que c'est pas forcément facile partout. Et est-ce qu'ils sont aidants en règle générale? Oui, oui, absolument. Ouais. Ils sont aidants. Quand on parle de maladies rares, ils sont à l'écoute, ils ouvrent les portes, que ce soit Madame Martine Aubry, que ce soit Monsieur Xavier Bertrand. Quand on a besoin de quelque chose dans la région, ils donnent accès gratuitement, ils apportent leur aide technique, personnelle. Oui, je veux dire que dans la région Hauts-de-France, mais je répète, c'est peut-être ça n'est pas partout pareil et peut-être tout dépend de qui contacte qui aussi. Ça, c'est D'accord. Alors, je voudrais revenir à notre grand témoin, Yves. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette table ronde? On attend Alain Fischer d'une minute à l'autre, mais avant qu'il arrive, j'aimerais bien savoir quelle est votre opinion par rapport à cette table ronde et justement cette amélioration des parcours de santé, des parcours de soins, des parcours vaccinaux. Écoutez, je découvre beaucoup de choses, hein. J'apprends en même temps que tous nos correspondants, là, tous les invités se sont exprimés et j'ai appris énormément de choses. Ça me semble très très intéressant, surtout de voir que le point commun entre les différentes associations de malades, c'est finalement la vaccination. C'est bien, je trouve extrêmement positif de mettre le projet de vaccination au cœur du projet, au cœur de leur communauté de travail. Ça montre aussi quand même que en France, on a quand même une culture sur la vaccination qui devrait être très très en avance par rapport à de nombreux pays. Et en fait, on s'aperçoit que longtemps, la médecine a privilégié le soin par rapport à la prévention et a laissé la vaccination un peu de côté. On a un énorme retard à rattraper. La Covid va peut-être nous y aider, ça serait peut-être aussi un des bons aspects de cette pandémie, mais on a beaucoup de retard parce que finalement, bien sûr, le vaccin, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un qui va bien, ou du moins qui ne va pas trop mal, pour l'empêcher d'attraper une maladie ou éventuellement de mourir d'une maladie infectieuse. Mais quand on va bien, il y a un sentiment de confiance. Effectivement, le mot confiance a été beaucoup employé depuis le début. Je crois que c'est un mot essentiel parce que recevoir un vaccin, c'est faire confiance au médecin ou au personnel de santé qui va vous le prescrire. Et c'est penser qu'on participe effectivement à la prévention par son propre engagement corporel. On donne son bras au vaccinateur. C'est encore très très difficile à remonter et on s'aperçoit que actuellement, par exemple, beaucoup de réticences, c'est pas des gens qui sont des anti-vax, mais notamment des parents pour la vaccination de leurs enfants, sont liés à ce fait qu'il y a une confiance qui est quand même très limitée parce que l'enfant galope, il va bien, il est en parfaite santé, et qu'est-ce qu'on va lui injecter? Est-ce que voilà, on se méfie encore beaucoup trop des vaccins, alors que quand même la plupart des vaccins quasiment tous les vaccins qui sont mis sur le marché ont fait preuve de leur grande sécurité et de leur grande efficacité. Donc là, il y a un immense travail à faire. Et donc, pour revenir à votre question, je crois que effectivement, mettre le vaccin au cœur des préoccupations des différentes associations de patients à risque pour différentes maladies infectieuses, c'est essentiel et c'est très, très positif.
Merci beaucoup Yves pour cette appréciation du travail de chacun autour de cette table ronde. Marie, qui me semble importante, c'est tu parlais des CPTS. À l'intérieur des CPTS, comment on peut initier un projet de travail avec cette CPTS particulièrement pour faire en sorte de pouvoir obtenir des résultats qui soient des résultats concrets? Parce que on a des ensembles de professionnels de santé, on a des ensembles d'associations. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça puisse se déclencher et je salue au passage Alain Fischer qui vient de nous rejoindre. Comment on peut faire pour faire en sorte de monter un projet qui soit un projet positif pour la vaccination des personnes à risque avec une CPTS, toi qui as l'habitude de ces structures qui, pour un certain nombre de personnes, sont des structures encore un peu difficiles à comprendre? Eh bien, en général, on part des besoins de la population. Les diagnostics qui sont réalisés déjà par les caisses primaires nous sont extrêmement utiles. Et vous savez que dès la constitution d'une CPTS, on doit construire un projet de santé. Pour construire ce projet de santé, on analyse tous les besoins de la population du territoire. Je vais prendre un exemple simple. Nous, même dans le sud de la France, la CPTS, elle est à Agde. Agde, Cap d'Agde, vous voyez, c'est pas la zone la plus reculée de France. Bon. Nous manquons cruellement de médecins traitants. Eh bien, le sujet numéro 1 qui a été, c'est comment attirer des médecins dans notre territoire. C'était un des premiers. Le deuxième, vous allez voir comment on construit un projet comme ça, c'est la sortie de l'hôpital. Tout le monde, tous les professionnels râlent sur la sortie de l'hôpital et chacun vient raconter la sienne et dire ben moi voilà ce que j'ai vécu, j'ai pas eu le matériel, j'ai pas eu les médicaments, j'ai pas eu le professionnel qu'il me fallait, etc., etc. Et on se met tous autour de la table et on analyse je dirais les freins à une meilleure coordination. L'hôpital en général est là, les professionnels de l'hôpital sont là et on analyse et à partir de là on construit un projet. Sur la vaccination, on a fait pareil. On a été moins réactif qu'on le souhaiterait parce que nos CPTS n'étaient pas encore bien formalisés, mais on voit bien que partout où il y a eu des CPTS, les centres de vaccination ont fleuri rapidement et on n'a pas eu besoin de toutes les mairies. Donc, tout ce que l'on peut faire à partir des besoins qu'on analyse, on y arrive. Le sujet, on voit un des sujets primordiaux au-delà de la vaccination qui inquiète tout le monde, c'est effectivement, si vous voulez, la psychiatrie. On a beaucoup de mal dans nos communes à orienter les patients, etc., etc. Eh bien, on fait un sujet là-dessus et hop, on construit un protocole avec tous les professionnels de santé. Et je pense, et les patients, j'insiste, hein, vous allez dire que j'insiste beaucoup, mais c'est bien eux qui sont au cœur du sujet et les associations. Donc, c'est à partir des besoins du territoire que l'on peut construire. Et je prends l'exemple du tabac. Ben, on est allé dans les marchés locaux. Vous savez que nous, nos touristes, ils sont très attirés par les marchés de nos communes. Et ben, nous sommes allés sur les marchés pour défendre le sevrage tabagique, etc., etc. Donc, je crois que toutes les actions que l'on peut faire, il suffit de les construire ensemble et on arrive à les médiatiser et après à les réussir. Mais bon, ensemble. Je crois que le fait de construire ensemble est quelque chose qui est tout à fait important et ça devrait être à la base de toutes les actions dans le domaine de la santé. Alors, très heureux d'accueillir Alain Fischer. Alain Fischer, vous êtes professeur et président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement contre la pandémie de la Covid-19. Je ne sais plus si on dit la Covid ou du Covid-19 maintenant. J'ai cru qu'il y a une académie qui nous avait dit qu'il fallait féminiser la Covid, donc c'est pour ça que j'essaie de garder ce patronyme. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des grandes tendances de la stratégie vaccinale actuelle, peut-être demain nous dévoiler quelques informations sur ce qui risque de se passer, et puis de nous parler également de ce que vous voyez tout à fait spécifiquement à faire pour les personnes qui sont les personnes dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes immunodéprimées ou à risque accru d'infection.
Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de répondre à ces questions. Évidemment, vous savez tous, j'enfonce une porte ouverte en disant que la vaccination reste l'arme essentielle, pas unique, bien sûr, mais l'arme essentielle de lutte contre cette pandémie de Covid. Que même si on se plaint de beaucoup de choses à juste titre, cette arme est assez bien utilisée en France, puisque pas loin de 92% de la population âgée de plus de 12 ans a reçu au moins une dose de vaccin, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a 8% de personnes qui ne sont pas vaccinées, et puis parmi les 92% qui ont reçu au moins une dose, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas reçu de rappel, et le rappel est absolument essentiel dans le contexte actuel. Bon, chacun connaît le contexte actuel, qui est qu'il y a encore, il ne faut pas l'oublier, du variant Delta qui est relativement sévère dans ses conséquences, et beaucoup de personnes encore hospitalisées sont infectées par le variant Delta. Et puis, bien sûr, ça va, vous m'entendez? Parce que j'ai eu une espèce de coupure, j'espère que ça va. Le variant Omicron, d'accord, merci. Le variant Omicron, donc, qui est responsable d'un très très grand nombre de cas, donc on est probablement pas loin du pic épidémique avec 300-350 000 cas par jour. Donc un variant qui est à la fois plus transmissible et sévère. Pour fixer les idées, même si c'est un tout petit peu approximatif, il est probablement 80% plus transmissible et 80% moins sévère. Et dans le plus transmissible, ça fait intervenir à la fois une notion intrinsèque de transmissibilité et une résistance partielle à l'immunisation. Donc ça, c'est une notion importante, c'est quel est le degré d'efficacité des vaccins contre Omicron. Le vaccin qui reste le vaccin traditionnel qui est fondé sur la souche historique initiale du virus. Eh bien, elle est moindre qu'elle n'était contre les variants précédents, mais elle reste, et c'est ça qui est le point clé, tout à fait efficace, et en particulier le rappel, d'où le fait d'insister sur le rappel. Il y a encore 25%, 24% de personnes âgées de plus de 65 ans qui n'ont pas eu leur rappel, et sûrement beaucoup, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, on les attend de la CNAM, beaucoup de personnes qui ont des pathologies chroniques. Je mets à part les personnes très immunodéprimées, dont je dirai un mot tout à l'heure, mais des personnes à risque avec différents types de pathologies. Donc on a besoin d'avoir ces chiffres, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de personnes qui doivent recevoir le rappel. Donc après rappel, on obtient un degré de protection contre l'infection qui est de l'ordre de 70 à 75%, mais contre l'infection grave, c'est comme ça qu'on recherche au moins pour les malades, qui est de 90% et qui est stable sur 3 mois. L'information est arrivée de Grande-Bretagne ces jours-ci, donc c'est une notion extrêmement importante. Le rappel est nécessaire, indispensable et efficace. Pas à 100%, mais très efficace. Et de fait, d'ailleurs, quand on regarde les statistiques provenant de l'adresse et qui ont été très bien imagées sur le site de Guillaume Rosier, Covid Tracker Vax Impact, je fais sa publicité parce que c'est remarquable, les courbes montrent que les personnes qui ont eu leur rappel, y compris les personnes très âgées, malheureusement, il n'y a pas encore de données pour les patients avec des maladies, mais les personnes très âgées, ça parle, parce qu'elles sont aussi évidemment très fragiles, et que leur niveau de protection est bon, puisque si on regarde sur la fin de l'année, novembre-décembre, il n'y a pas eu d'augmentation significative du nombre de personnes hospitalisées, de personnes entrant en soins critiques, alors qu'il y a eu une augmentation du nombre de cas, bien évidemment. Donc j'insiste sur la nécessité absolue que chacun reçoive un rappel. Et voilà pour ce point-là. Alors ensuite, d'une manière générale, en termes de stratégie concernant les malades fragiles, je rappelle que les malades au plus haut risque, ce qu'on a appelé à l'époque les ultra hauts risques, c'est pas très joli comme expression, mais ont été éligibles à la vaccination dès le tout début en janvier dernier, et que progressivement les personnes avec différents types de pathologies chroniques présentant un risque de Covid plus sévère ont été éligibles en fonction de leur âge progressivement, février, mars, etc., jusqu'aux enfants fragiles le 15 décembre dernier. Je ne reviens pas sur les détails. Et pour toutes ces personnes, le rappel est ouvert depuis le 1er septembre, et aujourd'hui, on indique, et je pense que c'est raisonnable, que le rappel doit être fait sans attendre 3 mois passé la primo-vaccination. Il faut pas, et ne pas attendre plus, ça n'a pas de sens, compte tenu de ce que je viens de dire sur l'efficacité, pas parfaite, bien sûr, mais remarquable du rappel. Donc si on regarde la situation aujourd'hui pour les patients atteints de différents types de pathologies, encore une fois, malheureusement, on n'a pas encore les données concernant le rappel. Donc pour l'instant, je ne parle que de données concernant la primo-vaccination complète. On s'aperçoit qu'environ, d'après les données de la CNAM, 90% de patients atteints des différents grands groupes de maladies chroniques, cardiovasculaires, auto-immunes, neurologiques, etc.,
90% sont primo-vaccinés. On peut voir l'arbre, le verre comme relativement bien rempli, mais il y a quand même 10% qui ne sont pas vaccinés du tout et qui s'exposent à des situations de risque majeures dans un contexte d'une épidémie aussi forte, même si les conséquences sont moins sévères en termes de maladie, il y a tellement de cas que malheureusement cela compense. Et il y a certaines situations de pathologie chronique où les chiffres sont même en dessous et donc ils méritent une attention plus particulière. Je citais par exemple les patients atteints de sclérose en plaques où la couverture est de 84%, ça veut dire qu'il y a 16% des patients en France qui ont une sclérose en plaques qui ne sont pas vaccinés. Alors je sais que de temps en temps, j'ai eu déjà des discussions sur ce sujet, c'est pour ça que j'insiste là-dessus quand même, c'est que ces personnes craignent, ou parfois même leurs médecins craignent que la vaccination soit dangereuse, compte tenu des allégations passées qui se sont avérées inexactes de risques inhérents de poussée de sclérose en plaques liées à la vaccination contre l'hépatite. Cette affaire est tombée et vraiment, j'insiste pour que ces personnes soient vaccinées. Mais on pourrait encore citer les maladies inflammatoires de l'intestin, 87%, les patients atteints d'épilepsie, 85%, et puis, alors plus difficile encore, les patients en situation d'addiction, addiction alcoolique, 84%, et addiction aux opioïdes, 69%. Donc ce sont des malades à haut risque, extrêmement exposés, et il faudrait faire un effort, là c'est l'effort de primo-vaccination, hein, je ne parle même pas du rappel. Donc et je pourrais continuer, les patients en situation de surpoids, d'obésité sévère, 87% sont vaccinés, donc 13% ne le sont pas. Ça représente du monde. Donc là, il y a vraiment un effort à poursuivre par tous les moyens possibles. Donc ces moyens, évidemment, toutes les approches d'aller vers sont nécessaires, mais on sait à quel point elles sont quand même difficiles. Et en termes d'information, de sensibilisation, il y a un rôle majeur à jouer, et des associations de malades, c'est une évidence, et je sais que cela se fait, mais je veux dire qu'il faut poursuivre l'effort ardemment, et bien sûr des médecins concernés, des sociétés savantes, enfin bref, de tous les acteurs de santé et de tous les acteurs malades ou de leurs familles, pour faire que les personnes avec ces facteurs de risque se vaccinent sans attendre, s'exposent vraiment gravement. Et donc, primo-vaccination et rappel, je n'ai pas de chiffres sur le rappel, mais évidemment, cela est important. Et puis, je voudrais terminer par eux, le groupe des patients très profondément immunodéprimés, donc à peu près 250-300 000 en France, les patients en dialyse, les patients qui ont eu des greffes d'organes, les patients qui ont eu une greffe de moelle osseuse récemment, les patients cancéreux pour certains types de chimiothérapie, je ne détaille pas, les patients atteints de maladies auto-immunes avec des traitements immunosuppresseurs sévères, ou encore les patients avec une trisomie 21. Enfin, il y a un groupe de malades à ultra haut risque parce que malheureusement, leur capacité de répondre à la vaccination est moindre. Alors heureusement, elle n'est pas nulle. On peut rattraper, entre guillemets, l'efficacité de la vaccination pour une fraction de ces personnes au prix d'une augmentation du nombre de doses. Vous savez que ça a été préconisé et je l'espère mis en œuvre autant que faire se peut, de faire 3 doses, voire dans quelques cas 4 doses de primo-vaccination, et ensuite des rappels tous les 3 mois. Et on recommande aujourd'hui, on a encore réinsisté récemment sur le fait que pour ces personnes qui ont déjà eu un rappel, donc première vaccination, 1, 2, 3, première, puis rappel, pour elles, contrairement au reste de la population, aujourd'hui, il faut faire 3 mois ou 4 mois après un second rappel. Il ne faut pas attendre. C'est vraiment ainsi qu'on peut arriver à les protéger. Et donc, il est important que ce schéma soit bien connu des malades, de leurs médecins, évidemment, et que cela soit suivi. Donc, ça fait à nouveau appel à la sensibilisation de tout le monde. Et puis, donc, une fraction d'entre eux, malheureusement, ne répondent pas du tout. Et donc, ces patients doivent pouvoir être protégés par l'utilisation d'anticorps monoclonaux. Ce qui devient un peu plus compliqué avec le variant Omicron, parce que malheureusement, plusieurs préparations d'anticorps monoclonaux disponibles ne sont pas efficaces sur le variant Omicron. Il reste que la préparation Evusheld, qui est disponible, garde un certain degré d'efficacité, elle est moindre, mais a une efficacité. Donc sans doute, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une injection tous les 6 mois intramusculaire de ce produit, il faudra peut-être l'avoir de façon un peu plus rapprochée. Mais là, je voudrais insister sur l'utilisation prophylactique pour protéger ces personnes par cet anticorps, par cette combinaison d'anticorps, parce que c'est 2 anticorps, qui n'est pas assez administrée en France aujourd'hui. Il n'y a que quelques milliers de personnes qui ont reçu cet anticorps, alors qu'il y a 50 000 doses disponibles et probablement à peu près 100 000 personnes qui en ont besoin. Donc là aussi, il y a un effort très important à faire. Je crois que la sensibilisation des médecins s'est améliorée.
beaucoup de patients sont au courant, mais peut-être pas encore tous, pas assez. Et il y a des efforts qui sont faits. C'est un peu compliqué au niveau de la délivrance du produit. Je ne vais pas entrer dans trop d'aspects techniques, mais il y aura probablement un rôle important à jouer par les centres hospitaliers qui sont en charge de ces patients pour que ces anticorps soient administrés. C'est vraiment essentiel pour sauvegarder la vie et permettre à ces personnes d'avoir une vie convenable. Et puis, je ne peux pas ne pas me permettre, même si ça dépasse ce cadre, et puis je sais que tous les auditeurs ici y sont sensibles, c'est que pour protéger ces personnes, il y a une autre façon de faire, c'est que tout le monde se vaccine dans la population. Il est de bon ton, malheureusement, chez certains hommes politiques de dire que la vaccination des jeunes, ça ne sert à rien, parce que le vaccin ne protège pas contre l'infection, donc la transmission. C'est juste faux. La réalité, c'est que bien sûr que les vaccins sont moins efficaces en termes de protection contre la transmission qu'ils ne le sont qu'en termes de protection contre la maladie grave, mais il y a quand même une protection contre la transmission. À nouveau, si vous retournez voir les courbes auxquelles j'ai fait allusion sur le site Vax Impact, je vous invite à les regarder, de Vax Impact de Covid Tracker mis en place par Guillaume Rosier, vous verrez qu'il y a un effet sur l'infection qui est d'un facteur 3, un facteur 4, c'est loin d'être négligeable. Donc, si on réduit de 3 fois ou 4 fois le nombre d'infections, même si, a fortiori, quand il y en a beaucoup, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut baisser les bras. Il faut le faire, parce qu'à chaque fois qu'on fait cela, eh bien, on contribue à protéger les personnes fragiles. Et je pense qu'il faut, de mon point de vue, il faut marteler cet argument et s'élever vigoureusement contre ceux qui prétendent que la vaccination n'a pas de fonction altruiste. Elle a une fonction altruiste et elle est absolument essentielle. Voilà, je m'arrête là dans mes propos. Merci beaucoup pour ces explications très claires et ce plaidoyer. Je pense que ça fait partie des choses qui est à entendre. Alors, on est également dans une situation où il y a bien entendu la problématique de la Covid, mais on en a parlé déjà ce matin, il y a la problématique des autres vaccinations. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, par rapport à ces populations qui sont des populations à risque, est-ce qu'on ne pourrait pas, d'une certaine manière, étendre le message de la vaccination de la Covid à d'autres vaccins? On a parlé de la grippe, on a parlé de la coqueluche, du rore, du pneumocoque, dont on ne parle plus à l'heure actuelle. Et puis on s'aperçoit que les couvertures vaccinales, en particulier chez les personnes à risque, sont des couvertures qui stagnent de manière importante. Et comme dans toute pathologie et fragilisation des personnes, on peut avoir une infection opportuniste par une pneumonie ou par autre chose, qui fait que, ou par un syndrome grippal sévère, qui fait que la personne court des risques à ce moment-là qui sont importants. Vous avez complètement raison. Pour la grippe, on a essayé d'en parler beaucoup à l'automne. Alors, c'est pas encore trop tard de se vacciner contre la grippe, donc ça vaut encore la peine. Et vous avez raison. Et je rappelle au passage qu'on peut se vacciner le même jour contre la grippe et contre le Covid. Il n'y a pas de problème. S'il y a 0 jour, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours de décalage, c'est bon dans tous les cas. Vous avez évidemment aussi raison d'attirer l'attention sur les autres vaccins. Là, c'est compliqué parce que c'était déjà compliqué avant le Covid. Le taux de vaccination contre le pneumocoque, par exemple, d'un certain nombre de ces personnes à risque est malheureusement, des chiffres que j'avais pu lire, assez faible. Mais ce n'est pas une raison de baisser les bras. Et peut-être, après tout, comme vous le dites, on peut essayer de raisonner en globalisant l'effort de vaccination. Et bien sûr, il faut que ces personnes, beaucoup de ces personnes, les profondément immunodéprimés, mais un certain nombre d'autres que j'ai cités aussi, qui sont moins immunodéprimés, reçoivent ces vaccins. Moi, je mettrais le pneumocoque en tête, qui est quand même un facteur de risque d'infection bactérienne grave chez les sujets immunodéprimés, qui est très important, même si ce que vous avez cité aussi compte. Mais ce n'est pas facile en termes de message, il faut reconnaître, parce qu'il y a l'effet d'accumulation, comme chacun le sait, à la fin peut être contre-productif. Donc, il faut trouver la bonne balance. Je pense que le colloque singulier, dans ce cas-là, à mon avis, entre le médecin et le patient, est vraiment important, parce que c'est à l'échelle individuelle, je pense qu'on peut essayer de passer le mieux ces messages. Je vais demander à Yves Buisson de nous faire une synthèse, encore une fois, de ce qu'il a pu tirer de cette table ronde, et puis on passera ensuite à la table ronde numéro 3, sur la sensibilisation, l'information des patients et puis de ceux qui les entourent également.
Oui, je crois que qu'on vient dans l'intervention d'Alain Fischer, que je salue, est extrêmement importante. Je crois qu'il a dit l'essentiel. C'est très difficile à résumer. Je voudrais juste, puisqu'il est toujours à l'écoute, lui poser une question. On voit beaucoup de gens, et surtout dans le monde médical, les gens qui sont un petit peu orientés vers qui s'occupent plus effectivement de suivi de la vaccination, pratiquer pour eux-mêmes ou pour leurs membres de leur famille ou pour leurs amis des sérologies pour savoir où ils en sont, si la vaccination est efficace ou pas. Personnellement, moi je les dissuade en leur disant que les tests ELISA sont des tests de diagnostic rétrospectif d'une infection Covid, mais ils ne sont pas faits pour suivre l'évolution des anticorps, puisqu'ils ne détectent pas spécifiquement les anticorps neutralisants. Alors, on doit utiliser, je suppose, ces tests pour les détections d'anticorps neutralisants pour les personnes immunodéprimées, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire passer ce message de ne pas recourir comme ça abusivement au test ELISA pour en tirer des conclusions qui de toute façon ne seront pas adaptées sur la suite du programme vaccinal? Totalement d'accord. À titre personnel, je ne connais pas mon titre d'anticorps. Et on sait que ces dosages sont relativement illusoires, en tous les cas à l'échelle individuelle, puisque, à juste titre, comme vous venez de l'indiquer, on n'a pas le titre des anticorps neutralisants. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'immunité, ce n'est pas que les anticorps, c'est aussi l'immunité cellulaire qu'on ne teste pas. Donc ça sert strictement à rien. On l'a pas mal dit, mais je suis d'accord qu'il faut répéter, comme toujours, ce message de l'inutilité à titre personnel pour chacun. C'est vrai que c'est un travers du milieu médical. En cela, à mon avis, ils sont irrécupérables, si je peux me permettre. Mais je vois autour de moi, alors là, je connais pléthore de médecins qui suivent leur anticorps tous les 15 jours. Enfin bref, ça sert à rien. En tous les cas, il faut essayer de convaincre les personnes qui peuvent l'être et dans la population en général. Autant il faut être vigilant sur ces dates de vaccination, ne pas rater les bonnes échéances, mais ne pas se fier à des types d'anticorps qui ne nous aident pas et qui peuvent même conduire à des attitudes dangereuses, c'est-à-dire de ne pas se vacciner alors qu'en fait on n'est pas protégé. Oui. Alors on a juste... Oui. Merci beaucoup pour cette réponse. L'autre chose simplement que je voulais dire, parce que encore une fois l'intervention d'Alain Fischer était très importante, c'est ce chiffre qui fait froid dans le dos quand même. 10% des personnes à haut risque n'ont pas reçu une seule dose de vaccin. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui... si on doit retenir une chose, c'est ça. C'est-à-dire s'il faut agir, c'est là. Les futurs entrants en réanimation et malheureusement les futurs décès par Covid se comptent en grande partie parmi ces 10%. Et je crois que là, il faut vraiment agir d'une façon ou d'une autre, mais il faut que les pouvoirs publics prennent des décisions pour qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, vacciner ces personnes-là. Clotilde, tu voulais intervenir? Oui, je me fais peut-être juste le relais d'une question qui a été posée dans le chat et qui, je pense, n'a pas été transmise. N'est-il pas trop tard pour pousser les non-vaccinés à se faire vacciner, puisqu'ils n'auront une protection dans le meilleur des cas que dans un mois, primo-vaccination à 2 doses, s'ils se font vacciner aujourd'hui ou dans 4 mois avec le rappel alors qu'Omicron est déjà bien présent? Merci. Donc je trouve que c'est une question peut-être qui mérite une réponse peut-être du professeur Fischer. Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'est jamais trop tard parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passera dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, même si on a, comme on l'entend, quelques espoirs de voir l'épidémie s'atténuer, mais on n'en est pas sûr. Il y aura peut-être de nouveaux variants, espérons que non. Enfin bref, et la situation ne va pas redevenir à 0 cas ou très peu de cas avant un certain temps. Donc même si bien sûr il y a un délai pendant lequel ces personnes ne seront toujours pas protégées, mais il vaut mieux être protégé dans un mois que pas du tout. Ça me paraît évident, mais même s'il restera une zone, enfin un temps de non-protection. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse considérer que dans 2 mois, l'épidémie de Covid est terminée. Je pense que c'est une vision tout petit peu optimiste, même si on peut espérer que les choses s'améliorent. Je ne dis pas le contraire non plus. Mais il faut considérer qu'il faut être protégé, non seulement idéalement en janvier 2022, mais également en février et surtout en mars, avril, mai, juin, etc. Donc
Non, il n'est pas trop tard. Mais il est urgent de le faire.